Tout de suite sur B1 TV. Ce journal vous est présenté par RTL. Messieurs, c'est parti pour cette grande édition de la soirée sur B1 Télévision. Grande édition dont voici les principaux titres. L'AFC M23 et leurs parrains rwandais poursuivent les atrocités dans les zones qu'ils occupent. Selon les statistiques avancées ce lundi par le ministre des Droits humains, près de 42 600 cas d'atteinte aux droits et libertés ont officiellement été recensés par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires. Samuel Mbemba a fait ces révélations lors de la 62e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève, en Suisse. La décision divise la classe politique en République démocratique du Congo. Interdiction des manifestations publiques dans 4 provinces, dont la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, justifie sa décision par la crainte de la propagation de l'épidémie d'Ebola qui continue, comme vous le savez, de faire des ravages dans la partie est du pays. À l'opposition, il voit une manœuvre visant à étouffer les libertés publiques. Bienvenue à toutes et à tous. Les chiffres sont préoccupants. Les violations et atteintes aux droits et libertés des Congolais dans les zones sous occupation de l'AFC M23 et l'armée rwandaise ont atteint près de 42 600 cas. Des chiffres révélés ce lundi lors de la plénière de la 62e session ordinaire des droits du Conseil des droits de l'homme. Représentant la RDC, le ministre des Droits humains a également informé que près de 50 corps des civils ont été retrouvés dans une fosse commune. Je vous propose de suivre cet extrait choisi par votre rédaction. Il y a une explosion des cas de violations basées sur les genres entre janvier et mai 2026. On a dénombré 42 600 cas de violences sexuelles officiellement recensés par l'agence OCHA RDC. Le 21 mai, il a été découvert que 10 civils ont été exécutés à Kavumu. À Sange, nous avons le rapport qui indique des cas de fosses communes où l'on a trouvé 50 corps dans des trous des toilettes. Pire encore, et même sur le point de faire rire, c'est qu'un militaire M23 à Nyakakoma a tiré sur un éléphant le 4 mai au motif que cet éléphant serait en collaboration avec les Wazalendo. Face à cette situation, la République démocratique du Congo attend de la Commission qu'elle exerce pleinement son mandat afin d'établir les faits, de les qualifier juridiquement, d'identifier les responsables et de formuler les recommandations utiles à la lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, malgré la guerre d'agression imposée à mon pays par le Rwanda, le gouvernement demeure résolument engagé dans la promotion et la protection des droits de l'homme et le renforcement de l'état de droit. L'application de la résolution 6022 s'avère indispensable vu la situation actuelle. La tribune de cette 62e session tenue à Genève en Suisse a permis à la militante et activiste des droits de l'homme, Sandrine Lusamba, de plaider pour l'application de cette résolution. Cela fait 8 mois depuis que ce texte a été adopté au Conseil onusien des droits de l'homme. Elle justifie sa recommandation par la situation actuelle des enfants congolais dans l'est du pays, situation qui demeure inquiétante sur le terrain et nécessite une amélioration pour permettre une prise en charge de ces enfants. La population civile continue de subir des grandes violations de droits humains.
La fragmentation de ce groupe et l'impunité dont bénéficient certains de leurs éléments alimentent également la violence contre le civil. En référence au paragraphe 9 de la dite résolution, consacrée aux enfants touchés par les conflits, la situation reste particulièrement préoccupante. Je pense personnellement à une jeune fille que j'ai rencontrée à Goma en début de l'année 2025. Après plusieurs déplacements forcés, elle nous confiait qu'elle rêvait simplement de retourner à l'école. Depuis 5 ans, elle n'avait jamais réussi à terminer une année scolaire. Après les événements survenus à Goma, nous avons malheureusement perdu tout contact avec elle. Son histoire illustre celle de milliers d'enfants dont l'enfance est aujourd'hui remplacée par la peur, les déplacements et les recrutements forcés ou les violences. Les femmes et les filles continuent aussi de payer un prix disproportionné. Pour beaucoup d'entre elles, sortir chercher de l'eau ou du bois ou encore nourrir leur famille reste synonyme d'un risque permanent de violence sexuelle, tandis que le service de prise en charge demeure insuffisant. La société civile congolaise ne demande pas que la communauté internationale fasse son travail à sa place. Elle demande simplement de pouvoir accomplir le sien, protéger les communautés, défendre les droits humains et contribuer durablement à la paix. Derrière chaque retard d'action, une famille bascule dans la souffrance. Ne laissons pas l'Est de la République démocratique du Congo devenir le symbole de notre incapacité collective à protéger les populations civiles. À la une également, cette décision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui surprend, voulais-je dire, plus d'un. Toutes les manifestations publiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre dans 4 provinces du pays, Kinshasa y compris. La mesure est motivée par la crainte de la propagation de l'épidémie d'Ebola qui continue, comme vous le savez, de faire des ravages dans la partie est du pays. La décision divise la classe politique, particulièrement l'opposition, qui voit en cette manœuvre une stratégie d'étouffer les libertés publiques. L'information est désormais officielle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et des affaires coutumières, a annoncé la suspension des manifestations et autres activités populaires dans 4 provinces du pays. Dans cette liste figure également Kinshasa, la capitale congolaise. Selon les vice-premiers ministres, cette décision est motivée par la crainte d'une propagation de l'épidémie à virus Ebola qui continue de faire de victimes dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif visé par cette organisation, c'est le bureau du commandant suprême des forces armées, une armée en pleine opération. Donc vous voulez mobiliser des citoyens congolais à descendre un chef d'armée en guerre. D'ailleurs, réaliser la démocratie et le niveau de liberté d'expression dans lequel la République démocratique du Congo se trouve. Une mesure qui passe difficilement au sein de l'opposition politique. Les membres de la coalition Article 64 dénoncent une décision qu'ils jugent attentatoire aux libertés publiques et soupçonnent une volonté de restreindre l'expression démocratique. Biso nakati ya ADD Congo, nakati ya Lamuka pe ya coalition C64 tolobi ete décision ya Jacquemain Chabani et ali décision moko pamba et ali mokano oyo bazui nakati ya IDPS na 10e ri de bapesi Jacquemain Chabani atiango caché ya ministère intérieur. Décision na ye ya kopekisa ba manifestation politique pour na motif ya Ebola et à une décision politiquement motivée. Et donc, l'opinion se souviendra qu'en 2020, lorsque Kinshasa avait été atteint par, je crois, le virus qu'on avait appelé coronavirus, le président de la République avait pris une ordonnance qui imposait un état d'urgence sanitaire. Et c'est là on avait vite compris qu'à ce niveau-là, il était
de bonne loi que les libertés des individus ou des citoyens soient restreintes parce qu'il fallait d'abord combattre cette maladie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un ministre, au cas de l'UDPS que soit-il, qui doit prendre des mesures comme ça en violation de la Constitution. Du côté de la majorité au pouvoir, le discours est tout autre. Le responsable de la mouvance présidentielle soutient que cette décision vise avant tout de préserver le système de santé national et protéger la population contre un risque sanitaire majeur. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, il y a certaines restrictions par rapport à certaines manifestations. Là n'est pas le problème parce que les manifestations sont organisées par une loi. Et quand on parle de la manifestation ou bien de la liberté de s'exprimer ou de manifester, cela ne veut pas dire que même si les conditions ne sont pas réunies, on doit manifester. Il y a des circonstances où l'État peut exiger des restrictions. Prenons le cas d'une catastrophe naturelle, prenons le cas d'une catastrophe sanitaire. Entre liberté d'expression, droit de manifester, impératif de santé publique, le débat s'intensifie. Sur le terrain, les positions restent irréconciliables. Une équation complexe où les enjeux politiques se mêlent aux préoccupations sanitaires, dans un contexte marqué par la menace persistante de la pandémie d'Ebola. Parlons justement de la maladie à virus Ebola. Les nouvelles sont plutôt bonnes dans la ville de Béni où l'on enregistre un premier malade guéri de cette épidémie. La nommée Kavira Charline a été déchargée du centre provisoire de traitement d'Ebola situé à l'hôpital général de Béni. Cette dernière a été déclarée guérie après 2 tests négatifs à la maladie. Le détail avec notre correspondant dans la région, Patrick Sialoua. Elle se nomme Kavira Moukelou Charline, la première malade guérie d'Ebola en ville de Béni, déchargée du centre provisoire de traitement de cette maladie à l'hôpital général de référence du chef-lieu provisoire du Nord Kivu. Dr Jérémy Katsavara, chargé de la prise en charge dans la riposte à Béni, s'en réjouit. Aujourd'hui à Béni, au centre de traitement Ebola de Béni, nous sommes dans la joie aujourd'hui de vous présenter le premier cas guéri de Ebola. Ebola, c'est une réalité. C'est aussi une occasion pour nous de communiquer à la population qui nous suit que Ebola, c'est une maladie, ce n'est pas une fatalité. Ebola est guérissable. Mais à la seule condition de faire confiance d'abord à l'équipe de prise en charge et d'adhérer à toutes les actions de la riposte. Donc ici, nous demandons à toute la population de se comporter comme notre sœur qui vient de vaincre Ebola parce qu'elle a adhéré, elle a bien coopéré. Voilà, elle est parmi nous, elle ne constitue plus une menace pour la communauté. Kavira Charline, remise à sa famille, lance un appel à la communauté. Je suis venu malade, mais aujourd'hui, je sors guéri. Je remercie le personnel soignant et je dis merci à Dieu pour la guérison. Que tout celui qui voit les signes d'Ebola vienne vite à l'hôpital. Venir à temps à l'hôpital, on a plus de chances d'être guéri. Soulignant qu'avant sa sortie à l'hôpital, Kavira Moukelou Charline a reçu son kit d'insertion dans la communauté. Deux figures du monde scientifique et médical congolais, désormais grands chanceliers des ordres nationaux, le docteur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum et le docteur Stanislas Sulumaseba Mwang, ont été décorés samedi par le président de la République. C'était au cours d'une cérémonie solennelle. Cette reconnaissance met en lumière 2 parcours différents, pourtant liés par un même enjeu pratique, celui de renforcer les capacités nationales face aux maladies et améliorer l'accès à certains soins spécialisés. Deux éminentes personnalités, 2 figures majeures de la science, de la médecine et de la santé publique, 2 parcours d'exception dont la destinée était de servir la République démocratique du Congo.
Le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfoum et le professeur Dr Stanislas Soulou Maseb Amouang ont été élevés par le président de la République dans l'ordre national des léopards au rang de commandeur. Une distinction qui consacre leur savoir, leur dévouement, leur engagement dans la transmission des connaissances ainsi que leur sens élevé du service public. Le professeur Dr Jean-Jacques Muyembe Tamfoum est honoré pour sa contribution historique à la co-découverte du virus Ebola en 1976, mais également pour son rôle déterminant dans le développement de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle, qu'il dirige depuis 1998 et qu'il a hissé au rang de pôle de référence, d'outils stratégiques, de souveraineté sanitaire et de symbole de l'excellence scientifique congolaise. Le professeur Dr Stanislas Soulou Maseb Amouang est quant à lui distingué pour son engagement en faveur de la prise en charge intégrée de la mère et de l'enfant, ainsi que pour son apport décisif à l'introduction de la radiothérapie dans le traitement du cancer en RDC. Pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux, cette décoration traduit la reconnaissance de la nation envers 2 scientifiques d'exception dont les travaux ont contribué à protéger les populations congolaises et à faire rayonner le génie scientifique national bien au-delà des frontières. Chercheurs et bâtisseurs, vous avez mis votre expertise au service d'un objectif essentiel: améliorer concrètement la santé et la vie de nos populations. Vous avez également joué un rôle de pionnier dans l'introduction de la radiothérapie pour le traitement du cancer en République démocratique du Congo. Au nom de la nation, je vous exprime notre reconnaissance. Vos parcours nous enseignent que la grandeur ne réside pas seulement dans les titres accumulés, mais dans l'utilité d'une vie. Des instants empreints d'émotion pour les 2 récipiendaires qui ont exprimé leur profonde gratitude au chef de l'État pour cette marque de reconnaissance. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature a réceptionné vendredi les clés des nouveaux portails sécurisés des ouvrages de clôture des bâtiments de la haute juridiction officiellement remise par le responsable du corps du génie militaire de la République démocratique du Congo. C'était au terme de 60 jours des travaux réalisés dans le délai convenu. Le génie militaire assure de sa disponibilité de son service à accompagner l'institution judiciaire pour d'autres besoins en infrastructure. Débuté par une ronde d'inspection des nouveaux ouvrages, des clôtures et des différents accès sécurisés au nouveau siège de la Cour constitutionnelle, cette visite a permis au président de la haute instance judiciaire et du Conseil supérieur de la magistrature de prendre connaissance des dispositifs de protection aménagés pour renforcer la sécurité de ces sites stratégiques de la République. Le moment fort de la cérémonie était la remise symbolique des clés qui a marqué l'achèvement d'un chantier destiné à améliorer durablement la sécurité des installations de la plus haute juridiction de la RDC, tout en modernisant son cadre de travail. Satisfait ici du responsable du génie militaire pour le respect des engagements pris par son service, le général-major Danga a également assuré la disponibilité de son service à accompagner l'institution pour d'autres besoins en infrastructure. Cet espace, ce site, hautement qui ont œuvré ici pendant 60 jours. Je vous dis sincèrement et humblement, merci. Pour 100 jours, vous avez fait cette bien. Justifiant le choix porté sur le génie militaire afin de conduire ces travaux, Dieudonné Kamoleta, qui a salué la qualité des ouvrages, a démontré que l'armée regorge de nombreuses expertises, dont un génie militaire d'une qualité remarquable. C'est une fierté pour nous. Avoir pensé au génie militaire, c'était la première réflexion. Parce que nous sommes Congolais, l'expérience passe de fils d'un militaire et je sais que de ce côté-là, ça se passe très bien. C'est pourquoi j'avais tendu la main et franchement, le délai était respecté. 60 jours, la qualité est là et je ne peux que vous féliciter pour le travail et pour ce sens-là. Merci beaucoup et félicitations à tout le monde.
Il a en outre indiqué que la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de la magistrature demeureront ouverts à poursuivre leur collaboration avec le génie militaire dans le cadre d'autres projets d'infrastructures relevant du pouvoir judiciaire. Le nouveau directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Juan-Ted Belechai, vient de lancer officiellement la dématérialisation complète du processus de délivrance des attestations de la sous-traitance en RDC. L'objectif est de mettre fin aux longues attentes qui pénalisaient les entreprises sous-traitantes en République démocratique du Congo. C'est désormais une réalité. Comme annoncé dans son communiqué numéro 001 du 15 juin dernier, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé ARSP a officiellement lancé ce vendredi 26 juin 2026 la dématérialisation complète du processus de délivrance de l'attestation de sous-traitance. Une réforme portée par son directeur général, Juan-Ted Belechai Kassanda, avec un objectif clair: mettre fin aux longues attentes qui pénalisaient les entreprises sous-traitantes. Jusqu'à la veille, certains requérants devraient parfois patienter 3 voire 6 mois avant d'obtenir leur attestation. En cause, les contraintes liées à l'impression sur papier sécurisé, mais aussi la signature physique des documents soumis aux nombreuses obligations de l'autorité compétente. Cette époque est désormais révolue. Maintenant, tous les parcours est entièrement numérisé. De l'introduction de la demande jusqu'à la délivrance de l'attestation, chaque étape est automatisée. Même en déplacement, le directeur général peut signer électroniquement les attestations depuis une tablette ou un ordinateur, permettant ainsi d'accélérer considérablement le traitement des dossiers. L'ambition affichée est de délivrer une attestation en moins de 7 jours avant d'atteindre à terme un délai de seulement 72 heures. Autre changement important, l'attestation est désormais délivrée sous format numérique. Le requérant la reçoit directement et peut, s'il le souhaite, l'imprimer lui-même pour ses besoins administratifs sans attendre la remise d'un document papier par l'ARSP. La sécurité, elle aussi, a été renforcée. Chaque attestation est désormais munie d'un QR code permettant aux entreprises principales de vérifier instantanément son authenticité en accédant directement aux informations enregistrées dans la base des données de l'ARSP. Par ailleurs, l'ensemble des attestations valides est consultable sur le site officiel de l'institution, le www.arsp.cd. Cette réforme apporte également un autre avantage de taille. La durée de validité des attestations passe de 3 à 5 ans, aussi bien pour les nouvelles demandes que pour le renouvellement, réduisant ainsi les démarches administratives des entreprises. Il faut dire qu'avec cette transformation numérique, l'ARSP accélère la modernisation de ses services, simplifie les procédures au profit des opérateurs économiques, à l'amélioration du climat des affaires en République démocratique du Congo, dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Fédération des entreprises du Congo a tenu ce lundi son assemblée générale ordinaire. À l'ordre du jour, l'examen du bilan des activités de l'exercice 2025, l'approbation des comptes ainsi que plusieurs décisions relatives au fonctionnement de la Fédération. Une rencontre placée sous le signe de la redevabilité de la gouvernance. Réunis en assemblée générale ordinaire ce lundi, les membres de la FEC ont officialisé le bilan de l'exercice 2025. À l'unanimité, le rapport du conseil d'administration a été approuvé. Aussi, l'Assemblée a validé les comptes de l'année écoulée ainsi que les orientations stratégiques de la Fédération pour la nouvelle période. Le président de cette institution financière a présenté un document de près de 200 pages et qui sera prochainement rendu public sur le site officiel de la FEC pour une plus large appropriation. Sur le plan national, l'année 2025 a été marquée par un environnement économique contrasté, dominé à la fois par des tensions commerciales persistantes et par une accélération sans précédent des innovations technologiques. La recrudescence des guerres dans le monde a ravisé les incertitudes sur les échanges internationaux et les chaînes d'approvisionnement mondiales. Sur le plan syndical, notre action s'est inscrite dans la continuité d'un dialogue constructif avec les pouvoirs publics et dans la défense active des intérêts de nos membres. Nous avons notamment 1. Intensifié les plaidoyers institutionnels auprès du président de la République et du gouvernement,
ce qui a permis l'instauration d'un cadre permanent de concertation sur le climat des affaires et de renforcement du dialogue entre l'État et le secteur privé. Les membres ont ensuite examiné le rapport des auditeurs sur les comptes de l'exercice 2025 avant d'approuver les états financiers. Cette assemblée générale a aussi permis de valider le régime des cotisations pour l'exercice 2026-2027 et de procéder à la désignation des auditeurs conformément au statut de la fédération. Fifi Masuka Saini, toujours préoccupé par la sécurité de sa population de Lualaba, l'on en a pour preuve la dotation que la gouverneure vient de faire à la police nationale congolaise, province du Lualaba. Au total, 4 jeeps neufs ont été remis pour la sécurisation de la route nationale numéro 39. La cérémonie de remise, voulais-je dire, de ces engins roulants a eu lieu samedi à l'esplanade du nouveau gouvernorat pour les bénéficiaires. La sécurité maximale pour ses administrés, particulièrement les opérateurs économiques, c'est l'une des priorités de la gouvernance Masuka. La chef de l'exécutif provincial du Lualaba vient de poser un geste de grande importance pour la sécurisation de la route nationale numéro 39. Le samedi 27 juin 2026, Marie-Thérèse Masuka Saini a pris une option décisive en dotant officiellement la police nationale congolaise et les forces armées de la RDC de 4 jeeps neufs 4x4 de surveillance sur cet axe reliant les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. La remise officielle de ce charroi automobile s'est déroulée à l'esplanade du gouvernorat lualabais en présence des membres du comité provincial de sécurité. C'est le ministre provincial de l'Intérieur, Roy Kaumba Mayonde, qui a réceptionné les clés avant de les remettre au général Roger Issio. Ces véhicules neufs tout-terrain vont sillonner régulièrement l'axe Kolosi-Mutaka, aujourd'hui l'un des plus sollicités de la province. Ils drainent un trafic intense des camions poids lourds liés à l'activité minière. Pourquoi mon conseil de sécurité na banduku bakuzambi na plainte munene ilikuya ni ba chauffeur ya makamion ya makuivre ingeko natoka kulwalaba iko nenda ku Kasumbalesa iko na subir bwizi bwa kila namuna beko na uwa ba chauffeur baritupatia ordre ya kuweka sécurité muile njia kukuye kimya na masosiete minière iuzishe makuivre au bitu mbalimbali binye banakuwa banaproduire. Tunaweza kumiekea kitumaini ya kusema mtabamba wale bamwizi kidogo yenye naonekana banitafutie kole charwa ile magari iko pale puke mutumike pamoya muko batoto bababa moya bakila kamionete mukwe batu bale boko na mapendo muko naoneshana njo mutabamba bamwizi. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka vise à multiplier des patrouilles, sécuriser la route et rassurer les opérateurs économiques. Face aux forces qui seront déployées sur terrain, Marie-Thérèse Masuka a tenu un discours de responsabilité. Elle les a appelés à une gestion rigoureuse de cette dotation. En sa qualité de représentante officielle du commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, la gouverneure Masuka a mobilisé toutes les unités des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise et d'autres services de sécurité pour la réussite de cette opération. Nous allons à présent parler du dialogue social entre les responsables de la police nationale congolaise et les descendants des éléments de la PNC au sujet de la prise en charge de la famille des hommes en uniforme. Un dialogue social convoqué qui a permis aux deux parties de lever les ondes d'ombre autour de la question de la prise en charge. Ces opérations de terrain sont conduites après des renseignements précis de la police dans le but de neutraliser des individus soupçonnés d'être impliqués dans diverses activités criminelles. Sur les 94 personnes interpellées, 11 ont été identifiées comme des suspects activement recherchés, parmi lesquels figurent 2 militaires et 1 policier. Un homme en uniforme a également été blessé à la jambe lors de la poursuite d'un suspect. Opération esalami kitoko. Néanmoins, tozana policier na biso moko azimwa likama na lokolo. On va le prendre en charge. Les autorités policières soulignent que la démolition des constructions anarchiques de Pakadjouma, Sokopao, constituait une opération ciblée. Selon elles,
Ces habitants servaient régulièrement des refuges à des présumés criminels, d'où la nécessité de les détruire dans le cadre de la stratégie de sécurisation de la ville. Le SIAT urbain Moamba, à Gotika 50 policiers. J'ai mis Alpha, 25. J'ai mis Centre, 25. Avec mission de garder le site, que ces gens ne reviennent plus ici. À travers cette intervention, la police entend renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en annonçant l'extension de ces opérations à l'ensemble de la capitale, dans le respect des droits de l'homme. Face à l'urgence des déchets plastiques qui étouffent Kinshasa, la société Okeplast passe à l'offensive citoyenne avec son projet Kintoko, lancé à l'ISP Gombe. La campagne Recycler, c'est aimer cible directement les élèves et étudiants pour en faire les ambassadeurs éco-responsables. Les déchets plastiques polluent la capitale congolaise. Le projet Kintoko de Okeplast mise sur les élèves et les étudiants pour impacter l'environnement immédiat. C'est à l'ISP Gombe que le go de la campagne Recycler, c'est aimer a été donné. La ville étouffe sous les déchets, surtout les déchets plastiques qui représentent environ 11 à 40% plastique. Donc la priorité pour le moment, c'est Kinshasa. Nous devons mettre nos efforts ensemble pour récolter davantage, récolter plus pour assainir la ville. Depuis plus de 20 ans, Okeplast fabrique des articles en plastique. La société assure sa responsabilité sociale en recyclant les déchets plastiques afin de produire d'autres articles. Les étudiants sont appelés à participer aux 4 R. Récupérer, réduire, recycler, réutiliser. Le geste compte, les déchets plastiques sont à mettre dans des cages installées par Okeplast qui se chargera du reste. Nous sommes dit on peut commencer par la crème universitaire pour expliquer que l'environnement a besoin de nos efforts à nous tous et eux doivent nous aider à expliquer aux gens qu'ils ne doivent pas jeter des bouteilles n'importe où. Il faut orienter des bouteilles, jeter dans nos poubelles, comme ça nous parvient dans des conteneurs et nous on peut suivant notre responsabilité élargie des producteurs, reproduire ces bouteilles, donner une nouvelle vie. Les étudiants sont appelés à être différents, à passer le message à leur communauté. La campagne est temporaire, mais le geste doit devenir naturel. Ce journal est fini. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Ce journal vous a été présenté par RTL.